Salut les sorceteurs et bienvenue dans un nouveau numéro de Toss a Coin to Your Writer. Je m'appelle Maeva Catalano, je suis autrice et passionnée de lecture. Toss a Coin to Your Writer, c'est le podcast sur l'écriture avec un titre anglais et un accent bien français. Chaque mois, retrouve un nouveau numéro avec un ou une super invitée qui évolue dans ce monde fabuleux qu'est le milieu de l'édition. Tu t'en doutes, on va parler du métier d'écrivain, mais également de lecture et de toutes les casquettes qu'il faut porter pour vivre de sa plume. Si tu es une âme courageuse, je t'encourage à poursuivre la lecture de cet épisode. Qui sait, entre deux créatures magiques, tu y rencontreras peut-être ton auteur préféré. Salut tout le monde, ça y est, on est au mois de septembre, donc qui dit septembre dit rentrée, scolaire, littéraire ou même le boulot d'ailleurs. Je sais pas vous, mais j'ai toujours l'impression que dans l'année, on a à peu près 3 temps où on fait des résolutions, je dirais. La nouvelle année, forcément, hein, le mois de janvier, c'est toutes les résolutions de lire plus, écrire plus, faire plus de sport. Les anniversaires aussi. Enfin, je pense quand on passe certains caps, je sais pas, les 18 ans, les 20 ans, les 25, les 30 et on va dire les grosses années, on a tendance à se mettre des objectifs. Et ensuite, évidemment, la rentrée, notamment scolaire. Et je vous pose la question, est-ce que vous avez une résolution de rentrée, un projet particulier, quelque chose auquel vous voulez vous remettre ou peut-être vous lancer? Moi je suis pas originale, hein, d'un point de vue littéraire c'est tout le temps la même chose. Écrire un nouveau roman, le finir, le publier et continuer les podcasts. Donc pour l'instant j'y arrive, ça va faire, là on rentre sur une année et demie de podcast et plus de 2 ans que j'ai lancé mon compte Instagram, Maeva Catalano, mon nom de plume, hein, tout simplement. Et je vois vraiment j'allais dire le parcours parcouru, oui, effectivement, le chemin parcouru, l'évolution d'un point de vue des projets, de mes romans et des abonnés aussi, des échanges que j'ai pu avoir avec vous. Donc, ça fait du bien de voir un petit peu ce que j'ai pu faire et j'ai hâte de continuer à écrire cette fin d'année et on va dire ce début d'année scolaire avec vous. Et c'est vrai que ce côté un petit peu pause pendant l'été où tout est au ralenti, au moins en juillet-août, c'est quelque chose avec mes voyages et on va dire mes phases de travail à l'étranger, j'ai remarqué que c'était très français. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, par exemple, les diplômés avec lesquels j'ai pu travailler, ils avaient leur diplôme de licence ou autre, peut-être, début juin, fin juin maximum, il y a une petite période de latence, maximum 2 semaines après, tous étaient à l'autre bout du pays, dans un nouveau boulot, dans une nouvelle maison, ou même à l'étranger. Et j'ai eu des discussions du coup sur trouver un contrat, avoir des vacances, etc. Et en France, on est plutôt, attends, non, juillet, août, ok, on en parle en septembre, tout le monde est en vacances, ça sert à rien. Et j'ai trouvé ça drôle et ça fait la transition parfaite, puisqu'on va parler de notre beau pays. En tout cas, si vous m'écoutez en tant que compatriote français ou française, tous les francophones sont les bienvenus, évidemment. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Tamara Baliana aujourd'hui, qui est une autrice de romances, dont de rom-com, c'est-à-dire des comédies romantiques en français. La grande majorité de ses romans se déroulent en France, et plus particulièrement dans son Nice natale et sa région. Ça, c'est un point très important qu'on va développer lors de notre discussion. C'est vraiment un bonheur d'avoir une autre sudiste sur le podcast, même si notre accent s'entend pas toujours chez nous, mais on en parle un petit peu aussi. On a pu parler de ses romans, évidemment, mais également d'adaptations de jeux vidéo romantiques, de romances à suspense, mais aussi de la recette de la salade niçoise et de vacances en Italie. Bonne écoute et on se retrouve tout de suite après. Bonjour Tamara, comment tu vas ? Écoute, ça va bien, merci de me recevoir pour ce podcast. Merci à toi d'intervenir. Je suis très très contente de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ? Donc je suis Tamara Baliana, je suis autrice de romances et de comédies romantiques.
Parfait. Donc, comme tu viens de dire, tu es autrice de romance. Est-ce que c'est ce que tu lis exclusivement, parce que j'imagine que tu es lectrice également, ou est-ce que tu as d'autres genres de prédilection? Alors, oui, je lis principalement de la romance et je suis lectrice, hein, je tiens à le préciser. Pour moi, la lecture fait partie intégrante de mon processus d'écriture. Je sais que certains auteurs n'aiment pas forcément lire pendant qu'ils écrivent, mais moi, c'est pas du tout le cas. J'ai besoin de ça. Je vais en général choisir des sujets de livres qui sont pas exactement dans ce que je suis en train d'écrire pour pas, voilà, que ça perturbe mon cerveau. Mais je lis quand même principalement de la romance. Je lis un petit peu de non-fiction, quelquefois un petit thriller, mais principalement de la romance. Ok, d'accord. Et est-ce que tu lis de la romance plutôt fantastique ou plutôt contemporaine ou comédie romantique, j'imagine, puisque Alors, je c'est ton lis pas truc, mal mais... de comédies romantiques. Je dirais que je lis à peu près tous les types de romances, sauf de la romance fantastique pour le coup. Ok, d'accord. Ok. Je suis, enfin, dès qu'il y a un peu de magie, ce genre de truc, c'est pas trop mon truc. Alors, ça m'arrive une fois de temps en temps, mais c'est rare. Ok, d'accord, très bien. Et par rapport à la lecture, est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu très tôt comme passion ou comment ça a commencé pour toi la lecture et l'écriture? Alors la lecture, oui, j'ai toujours été une grande lectrice, on va dire. Depuis toute petite, je dévorais les livres. Alors j'ai eu un petit moment de pause quand j'ai eu ma première fille. Je pense que là, la lecture c'est passé, Ça se c'était comprend. plus la priorité. Et je m'y suis remise quand j'attendais la troisième. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert les liseuses, en fait, le Kindle. Et à partir de ce moment-là, j'ai trouvé ça génial parce que je pouvais dévorer des livres à n'importe quelle heure. Comme j'ai toujours un peu des périodes d'insomnie, ce genre de truc, je pouvais lire des livres à 2 heures du matin sans réveiller mon mari. Et voilà. Et donc, c'était super. Et depuis, oui, voilà, je lis toujours en non-stop, on va dire. Et l'écriture, par contre, c'est venu beaucoup plus tard. Bah, c'est venu avec la lecture, enfin le retour de la lecture. J'ai commencé à écrire quand j'attendais ma troisième fille, justement, donc la trentaine passée, et je n'avais jamais écrit avant. Et donc, je ne vais pas raconter de jolies histoires en disant j'ai écrit mon premier livre à l'âge de 7 ans, c'est pas vrai. Voilà, je m'y suis mis sur le tard, et c'était plus au départ un défi pour moi-même. En fait, comme je lisais beaucoup, je me suis dit, est-ce que je suis capable d'écrire un livre? Et Mhm. donc, je ne pensais pas du tout publier le livre, rien du tout, mais je l'ai fait pour moi. Et après, une fois le livre terminé, je me suis dit, bah, quand même, enfin, ce serait peut-être bien de le partager avec le monde, on va dire. Bien sûr, ouais. Mais je voulais le mettre sur Internet, je ne savais pas trop comment faire, et je suis tombée sur des pubs à l'époque de KDP, donc la plateforme Ouais. d'auto-édition d'Amazon. Et il proposait de publier enfin, son propre livre, le mettre en ligne pour une version e-book. Je Mhm. me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, mais je vais le mettre en gratuit parce que ça vaut certainement rien, hein, ce que j'ai écrit. Alors, c'était pas possible de mettre en gratuit, donc j'ai mis au minimum. Mhm. Je l'ai publié donc en novembre 2016. Ok. Et en fait, bah, ça a pris tout de suite. Et dès les premiers jours, je me suis retrouvée dans les meilleures ventes Amazon. Waouh. Et avec des lecteurs qui m'écrivaient en me disant est-ce que vous allez écrire la suite et tout. Donc pour moi, c'était une énorme surprise. J'en avais parlé à personne autour de moi, même pas mon mari, puisque je faisais ça, comme j'étais en congé maternité, je faisais ça quand la petite elle faisait la sieste ou ce Mhm. genre de choses. Et donc ça a été la grosse surprise. Et d'ailleurs, pendant un moment, je l'ai dit à lui, mais pendant un moment, j'ai caché à mes proches que j'écrivais. Ok. Waouh, c'est une sacrée histoire quand même, parce que c'est à l'opposé, j'ai l'impression, de tout ce qu'on entend par rapport aux personnes qui écrivent. C'est souvent j'ai commencé jeune et puis bon, j'osais pas trop, j'ai cherché une maison d'édition et finalement. Donc c'est. Ouais, pourquoi justement t'as voulu faire en auto-édition? Bon, peut-être qu'à l'époque on n'appelait pas ça auto-édition, mais c'était le même principe. Si, c'est pas si Et vieux que pas. ça. Non, mais parce que je sais que. Bon, c'était 2016, c'est ça? 2016, Oui, c'était encore timide en oui, France, on et je parlait pense pas que trop de ça. c'est là aussi que j'ai eu de la chance, c'est que mon livre, il a une belle visibilité dès le départ parce qu'on n'était pas Mhm. si nombreux que ça, les auto-édités. Pourquoi j'ai décidé de l'auto-éditer? Bah,
gros syndrome de l'imposteur, comme je viens de dire. Mm. Pour moi, ça ne valait rien. Donc c'était juste, je l'ai publié en me disant peut-être qu'au bout de 6 mois, il y a 2 personnes qui l'auront lu et avec un peu de chance, il y en a un qui me fera un retour ou qui m'écrira un Mhm. petit commentaire ou voilà, c'était pas. Mais des fois, j'aimerais bien me remettre dans l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque en me disant mais à quel moment je me suis dit tiens, je vais publier ça, je vais le mettre en ligne. Enfin, je sais pas. Des fois, le destin, c'est un peu. Oui, ouais. Et puis surtout Ouais. que, bah, comme tu disais, tu le cachais, donc c'était tout toute Oui, seule, parce quoi, que pour pour moi, la relecture, correction, c'était tout ça. pas. Enfin, voilà, que comme je te disais, ça valait rien. En fait, il y a une petite chose qui a déclenché cette quelque part envie d'écrire. J'ai perdu ma grand-mère quelques mois avant et Mhm. j'ai découvert qu'elle avait écrit un livre. Alors, c'était pas du tout de la fiction, rien du tout. C'est que chaque année, en fin d'année, elle écrivait tout ce qu'elle avait fait dans l'année. Elle l'a tenu D'accord. pendant des années. Elle est décédée à 99 ans. Je sais pas quel âge elle a commencé, mais en fait, il y a son enfance et tout dedans. Donc, bon, Waouh, elle l'a ok. tenu pendant longtemps. Et je savais pas du tout qu'elle avait fait ça. Et c'est ça que je me suis dit, mais c'est super d'avoir fait ça. Et en fait, avant même d'écrire une fiction, j'ai commencé par écrire un peu ça pour mes filles. Et D'accord. bon, comme voilà, comme j'étais enceinte et tout, ça tombait sous le sens. Et c'est après que je me suis dit, mais est-ce que je serais capable d'écrire une fiction? Et voilà, que je me suis lancé ce Ok. défi. Ok. Et bon, comme on a déjà dit, tu lis de la romance, donc c'est pour ça que tu t'es dirigée vers ça, ou au contraire, tu savais Oui, pas parce trop qu'en par fait, où. en Ouais. lisant beaucoup de romances, je me suis aperçue qu'il y avait une espèce de, j'allais dire de pattern, De de schéma, schéma, ouais. voilà, Mhm. qui se reproduit avec au début voilà, on présente les personnages, l'univers, etc. Puis il y a une attirance mais qui est bloquée par certains éléments et il va y avoir un rapprochement puis après enfin à 75%, quand tu es sur ta liseuse c'est toujours à 75% du temps, il y a l'événement qui fait que la romance n'est plus possible et voilà, et après, tu dois passer le dernier quart du livre à les rapprocher. Et donc, j'avais un peu identifié en lisant voilà, ces trucs. Ce qui est assez rigolo, c'est que j'écris sans plan, hein. Mais Ok. pour moi, il y a un espèce de rythme. Et d'ailleurs, il y Mhm. a un livre qui s'appelle Les rythmes de la romance, un livre anglais, enfin qui s'appelle Romancing the Beat et qui explique cette espèce de rythme. Et en fait, inconsciemment, je l'avais un peu détecté et je me suis dit, ouais, bah, la romance, j'ai détecté comment il fallait faire, voilà, le tempo. Et bah, je vais essayer de faire un peu la même chose. Voilà. C'est dingue que ça soit intuitif comme ça, parce que comme tu dis, il y a des livres, il y a des formations qui viennent, etc. Et bon, après, c'est vrai que quand on lit beaucoup d'un même genre, on comprend et on arrive à discerner certaines choses, mais que t'aies jamais écrit avant et que tu dises, bon, bah, allez, c'est parti, je vais suivre ça, et que tu écrives sans plan en plus, je trouve ça assez fou. Mais ok, d'accord, très bien. Bah, d'ailleurs, au Et, début, j'ai eu voilà, ça participait à mon syndrome de l'imposteur. Comme j'écrivais sans plan, je me disais, je peux pas être une vraie autrice puisque j'écris sans plan. hmm, Et c'est au hmm. moment où j'ai rencontré une autrice qui s'appelle Marie Le Rouge, qui m'a écrit suite à mon premier livre d'ailleurs, et qui m'a dit, j'ai lu ton livre, j'ai bien aimé, etc. J'étais hyper fière. C'était la première autrice éditée qui m'écrivait en me disant, j'ai lu ton livre. En plus, elle m'a envoyé ça le jour de mon anniversaire. Et Ah, bah, c'était c'est parfait. devenu une copine. Elle enfin, tout ça, voilà, j'ai perdu du coup le fil de mon truc, super, C'est pas grave. le sans plan. Et elle m'a dit, non, mais moi aussi j'écris sans plan. Et là, je me suis dit, en fait, il y a des auteurs, des vrais auteurs, des gens qui sont grands et tout, et qui écrivent sans plan. Voilà, donc je me suis dit, bon, bah, peut-être que. Et après, j'en ai rencontré plein d'autres et ça m'a un petit peu rassurée sur ce point-là. Ouais, c'est un long chemin quand même, hein. C'est vrai que... Enfin, il faut avoir le déclic un jour, mais c'est vrai qu'avoir cette validation entre guillemets extérieure, ça aide un petit peu quand Oui, on commence et de se dire, ok, je suis légitime, je suis pas la seule à écrire comme ça ou à faire ça, donc c'est ok. Et donc tu es toujours en auto-édition, mais pas que, puisque tu es oui, en maison d'édition également. tout Donc à comme fait. tu n'as pas commencé en maison d'édition, je voulais savoir comment ça s'était passé pour toi. Est-ce que c'est toi qui as décidé ensuite de contacter des maisons, ou au contraire, est-ce que tu as été démarché? Alors, j'ai eu l'énorme chance de ne jamais contacter de maison d'édition, c'est tout le temps elles qui sont venues me chercher.
Donc, c'était plutôt chouette. En fait, ça a commencé par Amazon Publishing, Mhm, qui m'a contacté quand j'ai publié mon quatrième roman qui s'appelle Love in Provence. Et en mhm, fait, ils m'ont dit, ben voilà, on l'a lu, il marchait très très bien en auto-édition. Alors, les trois premiers ont très bien marché, mais vraiment, quand j'ai sorti Love in Provence, ça a été phénoménal, quoi, le succès. Et ils m'ont contacté à ce moment-là en me disant, ben, on l'a lu, notre éditrice l'a lu, on l'a bien aimé, on aimerait vous racheter les droits. Voilà, donc ça a été ma première expérience d'édition. Et derrière, j'ai d'autres éditeurs, notamment Hugo, avec lesquels je travaille maintenant, qui m'ont contacté voilà, pour d'autres projets. mhm. Et comment tu décides maintenant justement ce que tu vas faire en auto-édition et ce que tu vas faire en maison? Est-ce qu'il y a des projets que tu construis Alors, spécialement pour un type? oui, voilà. Il y a des séries, je sais que ça va être en auto-édition parce que je les sens comme ça, Mhm, parce que je connais aussi la ligne éditoriale de ma maison d'édition et voilà. Et donc je me dis, tiens, ce projet, par exemple, ça pourrait coller avec quelque chose que je pourrais proposer à Hugo. Celui-ci, ça sera peut-être plus quelque chose que je ferai en perso. mhm. Ensuite, sur l'auto-édition, j'ai plus on va dire, de liberté dans le sens où des fois je me dis bah tiens je vais commencer une série, je prévois 2 ou 3 tomes et puis en fait si au final il y en a 6, bah c'est pas grave, je peux faire ce que je veux. Sur la maison d'édition c'est un peu plus carré mais il y a d'autres avantages aussi. Donc voilà, en général quand j'ai une idée je me dis ça serait plutôt pour de l'édition ou pour de l'auto-édition. Voilà. Ok, d'accord. Tout à l'heure, tu parlais d'Amazon Publishing, donc Oui. justement, je voulais t'en parler parce que on parle de KDP, donc la fonction auto-édition, on va dire, Kindle, et peu de personnes savent en fait que Amazon a sa branche édition. Il me semble que c'est Montlake aussi ou Montlake. Oui, alors Montlake, en fait, c'est le label romance. C'est-à-dire que, D'accord, ok. comme beaucoup de maisons d'édition, en fait, donc c'est Amazon Publishing, le nom de la maison d'édition, mais après, ils ont différentes marques, on va dire. Si tu Mhm, écris de la romance, t'es chez Montlake. Si tu as, alors le thriller, c'est Thomas and Mercer. Ils ont aussi de la ok. non-fiction. Ils ont aussi des livres pour enfants. Aux États-Unis, ils ont énormément de marques. En France, Mhm. il y a Montlake qui était bien défini. Après. Les autres, c'était un peu plus flou. Un peu plus timide. Ok, d'accord. Et est-ce que leur processus, finalement, c'est le même qu'une maison d'édition classique? Ou c'est un peu différent vu que c'est Amazon quand même? Non, non, c'est exactement comme une maison d'édition. C'est-à-dire que j'avais une éditrice, donc je soumettais Alors, la plupart du temps, ils m'ont acheté des livres sous synopsis, D'accord. pas une fois qu'il était terminé. Mhm, Et donc j'envoyais mon manuscrit à une date qui était définie avec l'éditrice. Derrière, elle faisait des éventuelles corrections éditoriales. Je retravaillais mon manuscrit. Ensuite, ça partait en correction. Enfin, il y avait plusieurs processus de validation, hein. Ensuite, à partir d'une première correctrice, ça revenait chez moi. Une deuxième correctrice, ça revenait. Et derrière, il y avait toute la phase promotion, etc. C'était mhm. vraiment comme n'importe quelle maison d'édition, on va dire. Voilà, c'est pas de la semi-auto-édition ou quoi, parce Ouais, que des fois il y a des maisons un petit peu comme ça. La bien seule sûr. différence, c'est que les livres sont principalement vendus sur Amazon. Bien sûr, Euh, ouais. Mhm. on les trouve pas sur Kobo, ça c'est sûr. Mhm. Mais ensuite, par contre, pour les versions papier, j'en ai certains sur lesquels Amazon a passé un accord avec un éditeur français et Ok. ces livres ont été publiés, donc sont sortis en librairie, etc., grâce à un éditeur français. Ok, donc ça permet aussi de faire un pont aussi entre les deux. Oui, tout à Ok. fait. Et alors, je voulais parler aussi de ton nom, c'est une question que je pose à tout le monde parce que je trouve ça super intéressant par rapport au nom de plume. Parce que pour certaines personnes, c'est leur vrai nom, d'autres, non, tout simplement. Je voulais savoir si c'était un nom de plume et si oui, comment tu l'avais choisi.
Alors, ce n'est pas mon vrai nom. Ok. Tamara est mon deuxième prénom, en fait. Ok, d'accord. C'est le prénom à la base de ma grand-mère. Mhm. C'est le prénom d'une de mes filles aussi, pour le coup. Ok, d'accord. Mais souvent, on me dit, ah, tu as pris le prénom de ta fille comme. Non, non, c'est mon deuxième prénom, en fait. Voilà. Baliana, c'est le nom de jeune fille de ma maman, en fait. Mhm. Et donc, le nom de famille de mes grands-parents. Et de l'autre côté. Donc, en fait, je trouvais ça sympa parce que j'avais d'un côté Tamara, ma grand-mère, qui adorait lire Mhm. et qui avait écrit ce petit livre dont je parlais tout à l'heure. Et de l'autre côté, Baliana, mes grands-parents dont j'étais très proche, et notamment ma grand-mère qui m'a appris à lire et à écrire parce qu'elle était institutrice. Et donc j'ai appris à lire et à écrire avant le CP. Et du coup, voilà, je trouvais que le mix des deux était sympa. Oui, et puis c'est un bel hommage, ça reste dans la famille, ça a une... Voilà, et puis ça avait un petit Enfin, côté romanesque. Et puis c'est pas trop oui, étranger. Quand on m'appelle Tamara, ouais, en fait, ça m'interpelle tout de suite parce que bah, c'est le prénom de ma fille, c'est le prénom de ma grand-mère. bien sûr. Donc voilà, et puis en plus maintenant je m'y suis totalement faite. C'est même des fois je suis obligée de réfléchir quand je me présente, dans quel contexte je suis et comment je dois me présenter en fait. Donc Bien sûr. voilà, Ok, ça fait un d'accord. peu psychopathe dit comme ça, mais Non, ça moi fait un peu j'aurais dit un peu dédoublement de espionne, tu vois. voilà, c'est un peu ça, ouais. Plusieurs, plusieurs J'ai plusieurs identités, identités, ouais. mais c'est cool. Ok, d'accord. En fait, on sent, je sais pas comment expliquer, mais les noms de plumes, on sent quand ça vient d'un vrai prénom ou d'un vrai nom, et quand c'est totalement inventé. Même si c'est anglophone ou... Et Oui. là, on sentait que c'était... Enfin, ça me choquerait pas si c'était ta vraie identité civile, on va dire. Oui, Donc, comme on disait tout à l'heure, tu écris de la romance et de la comédie romantique. Et c'est vrai que beaucoup de personnes, moi y compris pendant un moment, on a tendance à mélanger les deux. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer les différences entre les deux et qu'est-ce que tu aimes dans ces genres légèrement différents? alors, je dirais que l'un est peut-être un sous-genre de l'autre. Pour moi, quand je dis juste romance, ça va être romance dans sa globalité, qui va comprendre aussi bien la dark romance que la romance fantastique, que la romance à suspense, etc. Euh, mais j'aime bien préciser, en fait, comédie romantique, parce que mon... Alors, je pourrais dire aussi que j'écris de la romance contemporaine, puisque enfin, mes livres se situent, on va dire, la plupart enfin, actuellement. Enfin, pas la plupart, tous. Je fais pas de romance historique. Mais j'aime bien utiliser le mot romance ou romance contemporaine quand c'est des livres qui sont un peu moins drôles, on va dire. Pour moi, la comédie romantique, il y a vraiment, alors déjà de l'humour dans ça peut être dans les dialogues, enfin voilà, dans l'écriture en elle-même, mais il y a aussi un comique de situation, c'est-à-dire que les personnages vont se retrouver dans des situations qui sont pas communes et qui sont là pour être drôles, bien sûr. Mais voilà, et donc il y a un petit côté exagération aussi parfois sur certaines choses. Et donc souvent quand les gens me disent mais la comédie romantique c'est quoi? Euh, je leur dis, alors je prends des exemples que un petit peu tout le monde connaît, comme Bridget Jones, comme si son lecteur, peut-être les livres de Sophie Kinsella, etc. Où voilà, il y a quand même toujours des situations un petit peu rigolotes et qu'il faut, enfin voilà, pour moi la comédie romantique c'est ça. Euh, Il y a voilà la romance tout court, ça peut être une romance contemporaine, ça peut être plein d'autres choses, mais j'aime bien faire ce petit distinguo parce que voilà, dans la comédie romantique, il y a un petit truc en plus, c'est l'humour, les situations rocambolesques, voilà. Oui, ça a tendance aussi, j'ai l'impression, à être plus léger. Bon, les personnages peuvent avoir un Oui, passif, mais c'est voilà, moins c'est dans le ça que j'allais dramatique. rajouter. Ils peuvent avoir un passif, etc. Mais mes personnages sont pas tout le temps torturés. Il y en a quelques-uns voilà, qui ont un passif et même beaucoup. Tout le monde a un passé de toute façon. Mais ce que j'aime bien, c'est que dans ce genre-là, souvent les gens me disent, bah, en fait, on a pu s'identifier au personnage parce que on s'est dit que le héros ou l'héroïne, ça pouvait être nous-mêmes ou la voisine, quoi. Enfin, Mhm. et donc, souvent sur ces livres-là, donc dans
on va dire dans mes livres qui sont vraiment en ce que je qualifierais de la comédie romantique, j'ai souvent des retours de lectrices qui me disent j'ai adoré le héros parce que je me suis dit que c'était potentiellement quelqu'un que je pouvais rencontrer. Voilà, Mhm. il n'a pas forcément été torturé par ses parents toute son enfance, puis abandonné, etc. et tout, ce qui est quand même heureusement pas Oui, super courant dans oui. le voilà. Après, il peut avoir un passif, mais elles se disent bah en fait c'est le gars d'à côté, il est pas forcément millionnaire, il est pas forcément. Moi, j'ai des héros qui sont maçons, flics, qui ont un bar, qui ont voilà on va dire des métiers courants. Mhm. Et voilà, je pense que ça aide les lectrices à s'identifier Totalement, et les totalement. lecteurs. Aussi. Il y en a également. Alors, Faut pas les oublier. j'ai souvent des copines qui me disent mais comment tu fais? Parce que moi j'ai un lectorat masculin en fait aussi. Ok. Et même sur les salons, là, j'ai fait un salon récemment où ma première vente de la journée, par exemple, ça a été un monsieur et c'était pour lui qu'il achetait le livre, etc. Et mes copines à côté de chez Hugo me disaient mais enfin moi j'ai jamais d'hommes qui viennent quoi. Comment tu fais? Je disais mais j'ai un lectorat masculin, voilà, j'ai quelques hommes qui lisent mes livres. Et comment tu l'expliques? Est-ce que tu penses que c'est par rapport à quelque chose en particulier dans tes livres ou juste un peu de chance Honnêtement, peut-être je sais pas vraiment. Alors peut-être parce que alors j'ai une partie de ce lectorat qui vient de mes livres de chez Amazon Publishing. Ok. Parce que Amazon devait faire la promotion auprès des hommes aussi, je pense. Et j'ai notamment un public d'hommes, mais on va dire plus âgés que moi. Donc j'ai des Ok. messieurs qui m'écrivent des mails très très gentils. Souvent c'est très bienveillant et tout, du style qui me disent bah, ma femme m'a offert une liseuse pour mes 60 ans. Vous êtes depuis mon autrice préférée. Enfin quand je reçois des mails comme ça, j'adore. Quoi. Bah C'est oui, tu super mignon. m'étonnes. Déjà je me dis il a pris le temps de m'écrire un mail. Déjà Mhm. je réponds à tous mes lecteurs, mais c'est vrai que quand je reçois ça, ça me fait vraiment plaisir. Bien sûr. Non pas que j'aime pas recevoir des mails de femmes ou quoi, j'adore aussi. Mais je me dis, tiens, j'ai réussi à toucher quelqu'un qui est pas forcément dans ce qu'on pourrait penser être ma cible, enfin mon Exactement. lectorat classique. Donc Mhm. c'est vraiment chouette. Totalement. Cool. Alors, avant de continuer, ce que j'aime bien faire au milieu, c'est une petite interview portrait chinois pour apprendre à se connaître Oui. d'une autre façon. Donc, j'ai une petite dizaine de mots et tu vas me dire si tu étais, enfin, à quoi ça te fait penser. Voilà. Alors, si tu es prête. Oui. Si tu étais une couleur. Bleu. Ok. Si tu étais un instrument de musique. Alors je vais dire la flûte traversière parce que j'en ai fait pendant des années. Ok. C'est très Si. particulier comme. Ouais, alors en plus j'en ai fait, j'en faisais au lycée et tout, et c'est à peu près la période où est sorti American Pie. Donc je te laisse imaginer ma dépresse Ah, bah oui, la sortie du ouais. film. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai arrêté, quoi. Je Non, mais comprends ta sinon motivation à stopper. voilà, j'aurais adoré apprendre la guitare, mais je sais pas pourquoi j'ai fait de la flûte traversière. Je crois que j'étais un peu influencée par mes parents. Au moins, c'est original. Oui, c'est pas Voilà, super courant. tout le monde fait le piano et la guitare, donc c'est vrai que la flûte tout de suite. Alors, si tu étais un plat de cuisine. Des pâtes. Les origines italiennes qui parlent là, les pâtes. Je Je comprends rentre de 10 jours parfaitement. en Sicile en plus, les pâtes. C'est le meilleur plat au monde, je comprends. Ah, je peux en manger tout le temps. Alors, si tu étais un personnage d'un de tes livres. Un personnage d'un de mes livres, ouf. Ah, ça c'est compliqué parce qu'on me demande T'en as souvent, beaucoup la en question plus. qu'on Hein. me demande tout le temps, c'est quel est enfin, est-ce que c'est basé sur votre histoire personnelle, etc. Alors non, parce que sinon, en plus, au bout de 38 livres, ce serait compliqué. Mais il y a un petit peu de moi dans chacun des personnages, c'est sûr. Mais alors, si j'étais un d'entre eux, tu sais, je suis en train de regarder ma pile de livres là pendant que je te parle. Euh, Ah, peut-être Cassie dans Love in Provence. Allez, Ok, on va dire elle. ok, très bien. Si tu étais une planète du système solaire. Oula. Deux salles, deux ambiances. Hein. Ouais, ouais, carrément. Allez, on va dire Saturne parce qu'elle est jolie avec ses anneaux là. Ok, très bien. Si tu étais une fleur. Une fleur, les pivoines Mhm. roses.
Si tu étais un accessoire de mode. Un accessoire de mode, un sac à main. Mhm. Si tu étais une destination de voyage. Oh punaise. Il y a tellement d'endroits que j'aime. Je peux dire l'Italie. Comme ça, c'est un Tu peux peu. dire l'Italie, tu Voilà. as le droit. C'est ce que... Si tu étais une devise ou un mantra. Ah, au début, j'ai cru que tu me demandais une devise, genre La euro, monnaie. dollar. Pourquoi pas, mais... Une devise ou. Oula, je suis sûre que dans une heure, je vais me dire, mais si, j'aurais dû dire ça. Ouais, c'est souvent Euh, ça. Allez, l'intelligence, c'est de savoir qu'une tomate est un fruit. La sagesse est de ne pas la mettre dans la salade de fruits. Alors, on me l'avait jamais faite, mais je C'est le pense que ça premier va... truc qui me vient à Ça, l'esprit. ça va devenir mon mantra. Vraiment, je ne la connaissais pas, Non, mais mais en fait, j'adore. je suis sûre que voilà, j'ai un truc hyper philosophique sous la main où je me serais dit, ouais, c'est vraiment plutôt ce qui reflète mon état d'esprit, mais là, c'est le premier truc qui me vient à Écoute, l'esprit. c'est Voilà, vrai en plus, donc franchement, c'est parfait. voilà. Mantra universel. Ok. Et pour terminer, si tu étais un bonbon. Un bonbon? Je mange pas de bonbons. Ah. Si, les trucs Coca, là, qui piquent. Ok, ouais, les petites Voilà. bouteilles, je vois, très bien. Ok, parfait, très très bien. Ah, on va revenir côté écriture maintenant qu'on a fait ce petit portrait. Donc, on a parlé de la comédie romantique et on va parler d'un autre sous-genre qui est la romance à suspense. Enfin, Oui, suspense. Parce que tu as écrit plusieurs séries, mais dont une série Riviera Security avec Olivia Rigal. Et oui. est-ce que tu pourrais nous parler voilà, de ce quatre-mains et de ce genre en particulier? Parce qu'il y a la romance, c'est vrai, mais c'est quand Oui. même un peu différent de ce que tu écris d'habitude. C'est un genre à part. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, les gens font très bien la différence. Une romance à suspense, c'est forcément une romance dans laquelle il y a eu une enquête. Donc, il y a souvent, on retrouve quand même des gens avec des professions style policier, agent de sécurité, ce genre de choses. C'est un genre bien défini. En France, quand tu vas dans la catégorie romance à suspense, les gens se disent s'il y a un tout petit peu de suspense dans le livre à un moment, je vais le mettre dans la catégorie romance à suspense. Non, c'est pas ça. Une romance à suspense, alors bien entendu, le sujet principal, enfin le thème principal reste la romance, mais il y a une enquête à côté. Donc voilà, c'est important, je trouve, de le préciser. Voilà, et donc tout à l'heure, je disais que j'écrivais de la comédie romantique, donc de la romance, plutôt romance contemporaine, mais aussi de la romance à suspense. Et donc c'est vrai que les livres que j'ai écrits avec Olivia sont tout à fait différents de mes comédies romantiques. Il peut y avoir un petit peu d'humour dans les dialogues, ce genre de choses, mais le but principal, c'est pas de faire rire. Voilà, c'est vraiment l'enquête avec de la romance. Euh, alors en fait, à la base, on a écrit 11 livres, mais on pensait pas en faire autant. Waouh. C'est venu d'une discussion au Salon Livre Paris il y a quelques années, et je lui ai dit, mais au fait, comment ils font les auteurs quand ils écrivent des quatre mains? Parce que pour moi, ça me semblait, je connaissais des auteurs qui écrivaient à quatre mains, mais je leur avais jamais vraiment posé la question. Comment ils font? Et elle, je savais qu'elle l'avait déjà fait. Alors elle m'a expliqué, voilà comment. Et ensuite, elle m'a dit, mais ça te dirait qu'on en fasse un ensemble? Je dis, ah, pourquoi pas et tout. Et elle me disait, il faudrait qu'on fasse de la romance à suspense parce que elle déjà, c'est ce qu'elle faisait. Et puis elle m'a dit, elle avait lu ma série Bay Village, donc qui est parue chez Amazon Publishing. Et elle m'a dit, bah, en fait, tu as écrit de la comédie romantique, mais avec des enquêtes dedans. Donc, ça pourrait, voilà, tu sais déjà un petit peu faire, voilà. Donc, on s'est dit, bon, allez, ok, pourquoi pas. On n'avait pas le temps toutes les deux tout de suite parce qu'on avait des projets en cours. Moi, Bien j'avais des sûr. manuscrits à rendre. Et puis à l'époque, je n'étais pas autrice à plein temps. Ok. Et par contre, on avait dit, bah, printemps 2020, voilà, moi je devais rendre mon dernier manuscrit chez Amazon Publishing. Voilà, derrière j'aurais un peu de temps. Et puis printemps 2020 est arrivé le Évidemment, on sait. confinement, donc ça tombait super bien. On avait du temps et donc on a commencé à écrire. On avait dit on fera 1 ou 2 tomes, voilà. Et en fait on s'est pris au jeu, ça s'est super bien passé aussi entre nous.
Et on s'est dit, bah tiens, continuons la série. Il y avait des personnages secondaires. On s'est dit, ah, ça serait chouette que lui ou elle, il ait son histoire. Et comme ça, bah, on a fait la première série qui a 6 tomes, la deuxième qui est une série spin-off qui en a 5. Et donc la façon dont on procède, elle est assez simple, c'est qu'on écrit un chapitre chacune. Ce sont des livres où il y a une double narration. Et donc en début de livre, on va dire, on décide, bon bah, qui fait l'homme, qui fait la femme, hein, en gros. Et donc dans ce cas-là, bah, par exemple sur le premier, moi j'ai fait donc Elodie, la policière canoise, et elle a fait Ken, militaire américain. Et, euh, et voilà. Et en fait, on écrit notre chapitre. Alors toutes les deux, on a l'habitude d'écrire sans plan, donc c'est parfait. On se met d'accord sur quelques idées un petit peu avant de se lancer. La plupart du temps, on ne sait pas exactement comment ça finit, bon, sauf si ce n'est que c'est de la romance, donc ils vont finir ensemble. Et on se dit, bah allez, go, on y va, du moment qu'on a quelques idées, etc. Et en fait, ce qui est chouette, c'est qu'à chaque fois, il y en a une qui crée un chapitre, l'autre le reçoit, l'édite, fait des corrections, éventuellement dit s'il y a un truc qui ne va pas. Et en fait, tu le découvres comme un lecteur. Donc déjà, tu as ce côté, est-ce que je vais être surprise ou pas, voilà, qui est très chouette. Et derrière, tu dois écrire ton chapitre et tu vas essayer de surprendre l'autre, en fait, un petit peu, là aussi, en finissant avec une fin de chapitre un peu en cliffhanger, etc. Des fois. Et donc ça. Et puis il y a un côté. Bah, j'ai l'autre qui attend mon chapitre, donc faut que je me bouge, quoi, parce que je peux pas mettre une semaine à écrire un chapitre. Bon, ça a pu arriver, mais pour des raisons personnelles X ou Y. Mais la plupart du temps, voilà. Donc c'est assez. En fait, on se motive l'une l'autre. Quand il y en a une qui est un peu en panne, en mode qu'est-ce que je pourrais faire là, l'autre, ben, on est deux cerveaux à réfléchir, hein, donc forcément ça va plus vite. C'est là que je comprends mieux. Par exemple, quand les gens écrivent des séries, souvent c'est pas un scénariste, il y a une équipe de scénaristes, et c'est là qu'on se dit, bah ouais, en fait c'est travailler en équipe, c'est chouette, quoi, parce que quand il y en a un qui a le cerveau qui bloque, l'autre il va dire, mais si on pourrait faire ça, etc. Donc c'est vraiment chouette comme expérience. Et voilà, on s'est beaucoup amusé. Alors là, on fait une petite pause parce que on a des projets perso à faire avancer chacune de notre côté. Mais il n'est pas exclu qu'un jour on se remette voilà, à écrire d'autres livres dans cette série-là, parce que c'est vraiment chouette. Oui, et puis 11 tomes en 2 ans, quand même, c'est c'est pas mal. Vous Oui, avez oui, oui. bien Alors après, travaillé. c'est des tomes qui sont un peu moins longs que ce que moi je fais personnellement toute seule. Mhm. Et il faut se dire qu'à chaque fois, on n'écrit que la moitié. Donc en gros, Ouais. c'est des livres qui vont faire, je sais que tu écris, donc ça va te parler, qui font en général 55 000 mots, Ok, ouais. 50-55 000 mots. Donc voilà, ça fait un petit peu plus de 25 000 mots chacune. Mhm. Oui. C'est pas non plus un rythme, parce qu'il y a des gens qui me disent mais c'est impossible, comment tu fais, etc. Je dis non, mais en fait écrire 25 000 mots sur 3 ou 4 mois, c'est pas non plus infaisable, quoi. Oui, surtout Ouais. que bah, comme vous êtes toutes les deux à plein temps et que vous Tout à avez fait. ce côté où vous intercalez, en fait, ça permet aussi de faire autre Oui, chose, j'imagine, en de côté général et mon d'avancer. chapitre ça me prenait on va dire 1 heure et demie à l'écrire, parce que c'est des chapitres courts, hein, qui faisaient 1000-1500 mots. Puis après un peu d'editing derrière. Mais donc voilà, tu peux faire ça le matin. Moi, j'écrivais plutôt le matin et elle plutôt l'après-midi. Ok. Euh, et, euh, et puis après, faire autre chose de ta journée et écrire un autre projet pour toi. Voilà. Mhm. Oui, donc en fait, vous pouviez vraiment faire limite bah, 2 chapitres par jour, quoi. Toi le matin, elle Oui, l'après-midi. oui, oui. Ah oui, Voilà, oui. donc ouais, c'est pour ça que ça allait aussi super vite. En fait, bah, en un mois, finalement, même peut-être moins, tu peux avoir écrit un roman Oui, voilà. entier. Tout à fait. Après, voilà, on n'écrivait pas forcément tous les jours. Moi, en général, Bien le sûr. week-end, j'essaye de pas écrire maintenant. Et puis après, comme je te disais, les aléas de la vie font que, bon, bah, tel jour tu peux pas, bon, bah, c'est pas grave, hein, Oui. t'écris le surlendemain. Voilà. Ok. Donc c'est pas la seule fois où tu as écrit à quatre mains, ou Oui, d'ailleurs plus, parce que donc les deux cas pratiques, on va dire, c'est ta série aussi avec Estelle Evry, donc la Million oui, Dollars, et aussi tu écris à 6 mains.
donc avec Charlotte Monique et avec Marion la Reine. Je sais pas si on peut dire 6 mains, mais en tout Alors, cas plus de 4 c'est mains. pas du 6 mains parce qu'en fait, ce sont 3 nouvelles indépendantes. On a écrit chacune notre nouvelle séparément. On n'a pas collaboré sur l'écriture. Mais c'était un concept un peu différent. On est parti d'un Mhm. même pitch. Ok, Donc, c'était nos deux personnages à qui on avait donné des prénoms épicènes pour qu'on puisse utiliser dans un sens ou dans l'autre, ou ok. même faire 2 hommes ou 2 femmes, ou peu importe. Bon, au final, on s'est retrouvé à faire toute La même combinaison. la même configuration, mais ça, c'est pas grave, et qui rataient leur train. Voilà, et il fallait partir de là et écrire une histoire. Et on a écrit 3 nouvelles, enfin chacune, voilà, notre nouvelle, en partant de ce même pitch. C'était, alors, en fait, on était édités toutes les trois par Amazon Publishing. Ok. Et c'est en discutant avec notre éditrice de l'époque qui nous avait dit ah bah ce serait rigolo que vous fassiez un truc comme ça. Bon après comme l'éditrice est partie, on n'a pas pu le sortir chez eux, mais Mhm. on s'est dit on le fait en auto-édition comme ça. En fait c'était vraiment un projet pour s'amuser et on s'est bien Ouais. amusé d'ailleurs. Voilà et voilà ça a donné 3 fois 2. Ouais, et puis ça devait être super marrant de dire, ok, on a le même pitch, les noms de personnages, et de voir ce que les autres peuvent faire. Parce que je crois qu'il y en a une qui est un peu plus fantastique. Oui. Voilà, donc c'est intéressant aussi de voir que... Donc moi j'ai fait une comédie romantique qui se passe à Chamonix, voilà. Charlotte Munich, elle a fait une romance, enfin c'est plus ouais, du fantastique, mais ça reste quand même un petit légèrement une romance et qui se passe dans la région lyonnaise. Et Marion Olaran, elle a fait une romance qui se passe au Pays Basque Mhm. avec un mariage, un discours de témoin. Voilà, c'est 3 choses bien différentes. Et donc, c'était vraiment chouette Puis en plus, ce sont des amis, donc c'est vrai que Et on joue toutes les 3 de la flûte traversière. Hey Le fil rouge se dessine petit à On n'a petit. jamais joué ensemble, hein, mais Ok. L'orchestre, c'est pas pour tout de j'ai suite, pas c'est joué ça. depuis des années, moi. Voilà, c'est pas pour tout de suite. Ok, d'accord. Tu le dis, bah là je l'entends dans tes réponses et ça se voit dans tes romans que tu es très ancré en France, et notamment le sud de la France, puisque Oui. tu y habites. Tu le mets souvent en scène et je voulais savoir pourquoi c'était important pour toi, parce que je trouve que c'est quand même rare encore. On a beaucoup d'auteurs, même français, qui mettent en scène des romances ou autres à l'étranger. Donc pourquoi le sud? Alors, le sud, parce que déjà, j'adore ma région. Et tu as raison. Voilà, je suis vraiment amoureuse de ma région. J'ai vécu ailleurs pendant mes études et j'avais qu'un seul but, c'était revenir dans le sud, à Nice. Voilà. En fait, c'est venu aussi d'un constat que beaucoup de romances se passaient aux États-Unis, par exemple. Et alors, je veux bien, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, j'ai une série qui se passe à Boston. Mais j'avais choisi ça pour des raisons très particulières, c'est que notamment le premier tome, il y a toute une histoire de gang, etc. Et que forcément les gangs en France, voilà, ça c'était moins. Enfin, je sais pas, mais l'histoire dans le 93, ça m'envoyait pas du glamour, Oui, tout de voilà. suite, ouais. Et je me suis dit non, celle-ci je la sens mieux aux États-Unis parce que je voulais qu'ils puissent porter des armes et c'était plus simple, etc. et tout. Voilà. Mais mis à part cette série-là, tous mes livres, alors j'en ai beaucoup qui se passent en France. Bon, j'ai la série avec Olivia qui se passe aux États-Unis, mais là aussi il y a une bonne raison. Puis il faut savoir qu'Olivia est franco-américaine. Mhm. Donc pour les recherches, ça se passe d'ailleurs en Floride, qui est son état. Donc pour tout ce qui est recherche, c'est quand même super pratique. Donc moi j'ai des livres qui se passent en France, en Italie, parce que déjà, voilà, la raison principale, j'ai peu lu de livres qui se passent dans ces coins-là. Et je trouve ça sympa d'ancrer ça dans une région. J'ai aussi un livre qui se passe en Alsace. Et si tu savais le nombre de mails que j'ai reçus de gens qui m'ont dit mais enfin pour une fois une romance en Alsace. Bon en plus c'est une romance de Noël et Ouais, l'Alsace c'est pour moi c'est parfait. la région de Noël par excellence. Et donc c'est pour changer un peu. Et aussi parce que ça m'énerve énormément quand je lis des autrices françaises quand elles mettent leur action aux États-Unis parce que juste bah, c'est sympa et que voilà, et qu'il y a des erreurs sur la façon de vivre aux États-Unis, et je trouve ça tellement dommage. Alors soit tu fais des recherches à fond et voilà, vraiment il faut faire le truc bien.
cadré. Moi, pour ma série à Boston, j'ai fait des recherches même pour savoir tu parlais des armes tout à l'heure, quelle marque d'armes porte la police de Boston pour être vraiment dans le vrai. Alors, il y a peu de chances qu'un flic de Boston lise ma série, mais quand même, on ne sait jamais. Et donc, quand je lis des romances écrites par des Françaises qui se passent aux États-Unis et ils se font la bise, ils mangent des croissants au petit déjeuner, ils dînent à des heures françaises, ils vont à la fac et enfin, ça, c'est la façon de faire à la française et pas du tout comme ça se passe aux États-Unis, etc. Ça m'énerve, en fait, ça me sort de ma lecture. Mm. Donc, en plus, je me dis, en faisant mes romances en France, bah, ça me permet de pas faire d'erreur sur ce genre de choses. Pour mes Bien sûr. romances qui se passent en Italie, j'ai fait énormément de recherches. Bon, après, j'ai la chance que c'est un pays que je connais bien, donc voilà. Mais voilà, j'aime bien. Et je me dis qu'on a un très beau pays. Il y a plein de choses différentes. Il y a la montagne, il y a le côté soleil dans le sud, il y a des trucs très sympas dans le nord aussi, etc. Pourquoi pas faire des romances Mhm. en région? Et il y a des autrices françaises qui le font et qui le font très bien. Je trouve ça très sympa. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que ça manque encore aujourd'hui, donc c'est un truc à développer, je pense. Alors, pour Hugo Roman, notamment ta maison d'édition, tu as écrit une histoire qui est inspirée d'un jeu qui s'appelle Is It Love? Oui. Et je voulais savoir, en fait, est-ce que c'est un pitch qu'on t'a donné? Est-ce que c'est une adaptation directement du jeu, entre guillemets, enfin, jeu vidéo, c'est un jeu automé, en fait, c'est un jeu Mm. on va dire, de rôle, entre guillemets, de rencontre. Enfin, c'est une romance aussi, sous forme de jeu. Ou alors, est-ce que c'est juste le concept qu'on t'a donné et tu étais libre du scénario? Alors, non, en fait, on m'a demandé d'adapter le jeu en livre. Ok, Il fallait que je reprenne enfin les temps forts, on va dire, les différentes scènes du jeu. ok, Après, j'étais libre d'écrire les dialogues comme je voulais, de changer aussi certaines petites choses, mais il fallait quand même que je reprenne le jeu dans le sens où l'héroïne, elle travaille chez Carter Corp, au service communication, etc. Le héros, il est batteur dans un groupe, il se rencontre lors de la d'un concert du groupe, etc. Voilà, il fallait quand même que je respecte tout ça. Après, dedans, j'ai pu changer certains trucs, j'ai supprimé certaines scènes, j'en ai alors pas trop rajouté parce qu'en fait le jeu est très très long quand même. mhm, Donc mhm. il fallait pas faire. Sur la fin, le but c'était quand même de rester dans une taille de livre Bien sûr. qui était cohérente. Mais voilà. Donc c'était à la fois j'avais à la fois pas mal de contraintes, mais aussi quand même quelques libertés. Oui, mais c'est intéressant de travailler comme ça, je trouve, parce que c'est assez inédit de... Bah, ça rejoint un petit peu ce que tu disais par rapport aux scénaristes tout à l'heure, en fait. On va te donner... Enfin, les scénaristes, souvent, on leur dit, OK, dans cet épisode, il doit se passer ça, et maintenant, bah, qu'est-ce que tu fais avec, quoi? Donc c'est... Ouais. En fait, c'est comme si on m'avait donné un plan. Et mhm. alors, ce qui est rigolo, c'est que moi, j'écris sans plan. Bah oui, c'est ça. Et après, on m'a dit, bah tiens, le plan, c'est ça, vas-y, maintenant, tu fais ce que tu veux avec. Mhm, mhm, Donc voilà. Alors, c'était une façon totalement différente pour moi de travailler, puisque comme je le disais, j'écris sans plan. Donc mhm. déjà, de savoir ce qui va se passer dans le chapitre d'après, pour moi, c'était totalement inédit. Ouais, Mais c'était une certaine tranquillité d'esprit. Et j'ai beaucoup aimé l'expérience parce que c'était une façon de travailler tout à fait différente. Après, il fallait que ce soit validé par l'éditeur, mais aussi par les développeurs du jeu vidéo. mhm, Donc voilà, c'était une façon de travailler différente. C'était dans un temps qui était assez court, donc il y d'accord. avait un rythme qui était quand même assez important, mais Mhm. c'était une très belle expérience. Ok. Et je voulais te poser la question parce que il me semble que ce genre de jeu, normalement, tu as, enfin, la joueuse ou le joueur d'ailleurs, peut choisir un petit peu certains dialogues. Est-ce que là, parce qu'il y a parfois on a des livres un peu interactifs où on va Mm. dire, bah, par exemple, si tu choisis dialogue A, va à page 100, dialogue B, page 150. Est-ce que c'est comme ça que c'est construit aussi, ou alors ça s'est dissocié du jeu et c'est devenu un roman plus traditionnel? Non, c'est devenu un roman plus traditionnel. C'est moi qui ai fait les D'accord, choix, en fait, quelque part pour la lectrice, bien sûr. et qui ai choisi.
même la fin en fait, puisqu'il y a deux fins, on va dire, dans le jeu. Mhm. Et donc c'est moi qui ai choisi la fin, on va dire. D'accord, ok. Ok, ouais. Voilà, parce que Mais ça faisait déjà beaucoup de règles, donc je peux comprendre aussi que c'est une difficulté, encore plus si tu dois écrire plusieurs scénarios, oui. ça que ça Puis en trop alors là, je compte, pense qu'il etc. aurait fallu 3 tomes, hein, parce que Ah oui, il y avait pour le beaucoup, beaucoup. coup, je crois que quand j'ai reçu tout le script du jeu, puisqu'en fait on m'a donné tous les dialogues, je crois qu'il y avait rien que il devait y avoir minimum 150 000 mots, si c'était pas Ah ouais, plus. ouais, d'accord. Sachant que dans le jeu, il y a un aspect visuel, donc il n'y a Mhm. pas de description des endroits, des trucs comme ça. Donc toi, tu as quand même toute la partie. Alors après, quand je te dis dans 150 000 mots, c'est que souvent sur des scènes, il y avait enfin, on va dire, c'était compté 2 fois parce qu'il y avait une version où elle dit ça et du coup ça emmène à ça, 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 ça comme interaction, et une Mhm. version où elle dit ça et du coup ça fait d'autres interactions. Mhm. Mais, euh, mais quand même, c'était assez. Enfin, le jeu était déjà très très fourni, donc il fallait. Et puis il faut rajouter de l'émotion du jeu, donc c'est quand même compliqué. Voilà. Non, mais j'imagine que ça va être un travail très important parce que comme tu dis, tu pars de quelque chose de visuel où les Oui. dialogues sont un peu moins importants entre guillemets, et là où vraiment tu es obligé de tout créer autour pour Mm. que le ou la lectrice se plonge dedans aussi et les mêmes émotions, quoi. Donc, Ouais. waouh, sacré, sacré travail. Donc là, voilà, on a parlé un petit peu des jeux, on a parlé un peu de le côté écriture, mais je voulais aussi te parler un peu du côté visuel, justement, par rapport à tes couvertures. Parce que c'est vrai que tes comédies romantiques ont des couvertures illustrées, ce qui se fait beaucoup aux États-Unis notamment. Enfin, c'est très à la mode, mais pas encore en France. Enfin, peut-être ça arrive, mais c'est encore plus timide. Donc, je voulais voilà connaître, enfin savoir pourquoi tu as fait ce choix, qui est entre guillemets assez avant-garde finalement par rapport au marché français. Oui, j'aime bien faire les choses pas comme tout le monde. Non, bah, alors comme tout à l'heure, je disais que j'en avais marre de lire des romances écrites par des Françaises, mais qui se passent aux États-Unis. Mais il faut savoir que je lis énormément en anglais aussi. Donc je sais que la tendance aux États-Unis depuis quelques années déjà, c'est d'avoir des couvertures illustrées. Et je trouve que la couverture illustrée, elle convient très bien pour un côté comédie romantique. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que je continue à avoir des couvertures aussi avec des photos, Mhm. mais je vais les réserver pour mes romances qui sont un peu plus romances contemporaines. Et j'aime bien avoir voilà, de l'illustrer pour mes comédies romantiques parce que je trouve que ça va bien avec le genre. Il y a Mhm. un côté peps, plein de couleurs, etc. Et j'ai rencontré une graphiste il y a quelques années qui fait ça très bien. Et du coup voilà, je travaille avec elle et on s'amuse bien à créer des couvertures. Et l'avantage, c'est qu'on peut avoir quelque chose de très personnalisé Mhm. et qui correspond exactement à nos personnages comme on les a imaginés. Donc ce côté-là, j'adore. Voilà. Ok, très bien. Et bah, on va venir aux traductions parce que avec Amazon Publishing, mais il me semble pas qu'avec eux, tu as été traduit dans plusieurs langues, dont l'espagnol, l'italien, l'allemand et peut-être aussi l'anglais. Je crois que ça arrive. Donc je voulais que tu nous expliques un peu ce processus, comment ça se passe au niveau des traductions. Alors mes premières traductions, c'est Amazon Publishing qui les ont faites. Ça a été l'espagnol en premier, puis après il y a eu l'italien. Mhm. Ensuite, pour ce qui est de l'allemand et de l'anglais, c'est moi qui gérais ça. Enfin, moi. C'est sur mes séries Riviera Security avec Olivia. Donc Olivia a fait la traduction en anglais, puisque forcément, d'ailleurs d'habitude, elle écrit, la plupart du temps, elle écrit en anglais, elle écrit pas en français. D'accord. Et ensuite, pour l'allemand, on m'a fait traduire. Et là, sur l'italien, je continue moi-même à faire traduire des livres. D'ailleurs, juste avant qu'on commence ce podcast, j'étais en train de chercher des photos pour la couverture d'un des livres qui va sortir en italien. Ok. Et prochainement, donc j'ai une maison d'édition brésilienne qui m'a acheté mes droits sur Quand l'amour s'en mêle pour les traduire, le traduire, et donc il devrait sortir en septembre si je dis pas de bêtises. Voilà, Ok. en portugais brésilien.
Donc D'accord. ça fait une langue de plus. Bah Voilà. ouais, c'est génial. Et puis c'est intéressant de voir qu'il y a des choses, c'est toi qui vas driver et qui chaperonne, on va dire, tout ça. Et d'autres, ça va être des maisons qui te contactent ou alors les Ouais. maisons directement qui prennent cette décision. Voilà, Donc là c'est. aussi sur les traductions, je suis aussi hybride. J'ai des choses qui sont faites par les maisons d'édition et d'autres que je fais moi-même. Mhm. Alors je traduis pas moi-même, hein, je vous rassure. Bah, c'est un sacré travail. C'est pour ça quand tu parles d'Olivia qui traduit elle-même, donc même si elle est franco-américaine, hein, je trouve que c'est un travail monstre. Bon, on n'est jamais Alors mieux après, servi que par il y a soi-même, j'ai toujours, envie de dire, mais bon. oui, il y a toujours. L'avantage, c'est comme elle dit, c'est que si la phrase lui plaît pas quand elle traduit en anglais, bah, elle peut la changer, c'est elle qui est l'auteur. Donc en fait, voilà, ça évite d'avoir des traductions approximatives ou pour des trucs des fois qui se traduisent pas bien Bien sûr, ouais. d'une langue à l'autre. Donc ça, c'est le petit côté sympa. Bon, derrière, forcément, il y a une correctrice qui passe et qui, comme si elle avait écrit un livre en français, hein, en fait. Mhm, mhm. Et d'ailleurs, tous les livres que je fais traduire, par exemple, là en italien, je te disais, je suis en train de chercher des photos de couverture. J'ai d'abord une traductrice qui passe dessus, mais j'ai aussi une correctrice qui repasse derrière la traductrice Mhm. pour vérifier que tout est OK, pour avoir une traduction de qualité. Oui, forcément, ouais, bien sûr. Et donc par rapport aux couvertures que tu es en train de chercher, donc c'est parce que tu vas adapter la couverture au marché italien, c'est différent au niveau des photos, ou c'est juste pour remettre au goût Euh, du jour? oui, alors c'est pour adapter au marché italien et puis aussi bon c'est pour une petite question on va dire un peu plus technique, c'est Mhm. que ce livre-là est sorti en France chez Montlake et donc une couverture a été faite par Montlake, mais là comme c'est moi qui fais la traduction puisqu'ils m'ont rendu mes droits sur la version italienne, Mhm. je peux pas reprendre leur couverture. Voilà, c'est Exactement, pour ok. Ok, très bien. Bah écoute, on arrive presque à la fin de l'interview, donc j'ai des petites questions un peu plus conseils, entre guillemets. Donc comme on a dit tout à l'heure, tu écris sur la France et notamment le Sud. Bon, moi je suis originaire du Sud, ça s'entend pas, et d'ailleurs chez toi ça s'entend pas non plus. Euh, ouais. mais Ça dépend dans quel milieu tu me mets. Si tu me mets autour de gens qui ont l'accent niçois, il y a un moment, je vais commencer à parler un peu comme ça. je Et je vais comprends. notamment dire le pain Oui, et Rose. Bon, ça, oui, Rose, je le dis tout le temps. pareil. Mais voilà, parler un petit peu plus avec l'accent niçois. Le O, c'est le O, c'est très difficile à enlever. Donc tout ce qui est jaune, rose, etc., c'est Ah, mais ça, de impossible toute à façon, je cacher. dis Rose et jaune tout le temps. C'est impossible de cacher. Enfin, je cherche pas à cacher, mais c'est vrai que, oui, pareil, tout dépend si je suis avec ma maman ou alors si le ton monte. J'ai tendance à avoir l'accent quand je m'énerve, Et c'est mais assez pas rigolo l'inverse. parce que à chaque fois alors, quand tu es catégorisé auteur du Sud, quand tu Mhm. arrives sur un salon, les gens te disent mais tu viens de Nice, mais c'est bizarre, t'as pas d'accent. Alors déjà, 9 fois sur 10, les gens s'attendent à avoir un accent marseillais. Oui. Et c'est pas la même chose. Et ensuite, tu dis bah non, en fait, il y a des gens qui parlent sans accent chez nous, partout, en fait. C'est pas grave, quoi. Oui, ça fait un petit peu. T'as l'impression d'être, je sais pas, genre un peu dans le faux, tu sais, en mode non, mais je vous assure, je suis originaire de la région, Oui, je ne oui, mens voilà, pas, je suis mais née c'est là. juste j'ai pas d'accent, ça arrive. Et donc, comme tu disais, il y a des personnes qui écrivent sur les États-Unis, qui font des recherches, etc. Mais si tu avais des conseils pour avoir cette petite fibre du Sud, si par exemple aujourd'hui je vais écrire un roman sur le Sud, mais que je ne le connais pas, qu'est-ce que tu conseillerais? Est-ce qu'il y a des choses à pas louper? Ben, déjà, par exemple, pas confondre Marseille, Nice, Montpellier, parce que des fois, ouais, voilà, il y a des trucs. Chaque ville a un peu, enfin, chaque région a ses spécificités. Et c'est comme, je suppose que si tu écris un roman en Bretagne, en Normandie, bah, c'est pas tout à fait pareil. Voilà, il y a ces petites spécificités-là. Mais je pense que tu peux écrire un roman qui se passe n'importe où du moment que tu fais des recherches. Voilà. Mhm. Il ne faut pas négliger les recherches. Et ça, c'est voilà, si j'avais un conseil à donner, ce serait ça. Je connais des auteurs qui ont écrit des livres qui se passent dans des régions où ils n'habitent pas, etc., et qui ont fait ça très bien. Donc, pourquoi pas? Faut juste, par exemple, à Nice, on dit pas peu cher. Enfin, c'est Oui. rare, quoi. C'est voilà. Il faut le. Mais par contre, on va dire quand il y a quelque chose qui nous. C'est une ponctuation que tu peux mettre partout, ça.
la surprise, la joie, tout, tu vas faire Bon, ça, c'est pour à savoir. Mais c'est vrai que dans un roman, ce genre d'interjection un petit peu, c'est compliqué à traduire, mais pourquoi pas. On peut dire que ça pègue quand ça Oui, colle. ouais. Ça c'est, je pense, Voilà, c'est t'as un tout le petit sud. vocabulaire comme ça. Après, même si moi je viens du sud, etc., c'est rare que je mette des, des mots de niçois ou quoi dans Mhm. mes livres. Un petit peu dans la série des frères Rossi, j'ai mis un ou deux Ouais, trucs, mais vraiment léger parce que, en fait, sinon t'es obligé de mettre 12 notes de bas de page en bien dessous. sûr. Et bon, c'est sympa un petit peu, mais il faut pas que ce soit à toutes les pages parce que sinon pour le lecteur Oui, c'est ça un le peu sort un petit peu quand il compliqué connaît quoi. pas le vocabulaire, Voilà, ouais. quoi. Ok. Et alors, si on devait faire une recette, parfaite ou imparfaite d'ailleurs, de la comédie romantique, quels ingrédients il faudrait mettre à ton avis? Alors, parfaite, peut-être pas, parce que si j'avais la recette parfaite, j'écrirais un livre qui serait Comment écrire une comédie romantique parfaite, et je le vendrais, puis ça serait un best-seller et tout. Mais une bonne comédie romantique, c'est compliqué comme question. Pour moi, il faut qu'il y ait. Alors, on va dire, ça va être une comédie romantique à la Tamara Baliana. Mhm. Très Je bien. prétends pas avoir comment que ce soit la règle absolue. Je pense qu'il faut des situations voilà, qui emmènent quelque chose de drôle, voilà, des trucs un petit peu invraisemblables ou un peu. Voilà. Il faut qu'il y ait des dialogues dans lesquels il y a de l'humour. Il faut, bon, forcément un happy end, mais de toute façon, on dira, on le répétera jamais assez, une romance, ça finit toujours bien. Sinon, ça s'appelle un drame sentimental. Et pour une bonne comédie romantique, je pense qu'il y a des personnages. Il faut bien travailler ces personnages et pas forcément que les principaux. Pour moi, dans la Mhm. comédie romantique, souvent les personnages secondaires sont très importants. Mais alors après, voilà, comme je disais, c'est peut-être la comédie romantique façon Tamara Baliana. Mais quand je prends exemple sur d'autres autrices de comédie romantique, qu'elles soient françaises ou étrangères, c'est vrai qu'il y a toujours quand même pas mal de personnages secondaires et qui ont une importance. Et donc, Mhm. et qui sont pas là juste pour parce qu'il faut une meilleure amie et une Oui, on sœur l'entend une et je sais pas fois et quoi, c'est voilà. fini. Mais souvent dans la comédie romantique, les personnages secondaires ont une vraie importance. Et alors moi, j'adore notamment mettre des personnages un peu âgés en fait. J'adore le personnage Mhm. de la grand-mère sans filtre ou ce genre de choses. Je trouve que ça apporte. Alors je peux pas le faire dans tous les romans, mais ça apporte quelque chose en plus. Je suis d'accord. Bah écoute, très bien. Est-ce que tu as un petit message à passer ou un mot de la fin, quelque chose sur lequel tu voudrais Un finir? mot de la fin, bah écoute, merci de m'avoir écouté parler pendant presque une heure. Avec plaisir. C'était très sympa et non, bah, je suis ravie et j'ai hâte voilà d'écouter le podcast. Bah super, merci beaucoup. Merci à toi. Encore merci à Tamara, c'était un plaisir de la recevoir. J'ai adoré sa petite recette, bon pas de salade hein, évidemment, mais de comédie romantique à sa sauce. Ça m'a mise dans une humeur gourmande, je sais pas vous. Donc j'ai hâte de me mettre au fourneau, j'ai hâte de l'essayer avec mes prochains projets. En attendant, je vous donne rendez-vous sur les réseaux. Déjà pour Tamara, vous allez pouvoir retrouver tous les détails en barre d'infos, mais également sur le compte Toss a Coin to Your Writer, qui a son propre compte Instagram, le podcast a ses propres réseaux, mais aussi sur Maeva Catalano, donc mon nom de plume pour mes autres actualités. N'hésitez surtout pas, si le cœur vous en dit, à mettre une note au podcast sur votre plateforme d'écoute, de prédilection, ça aide énormément. Et bah écoutez, je vous souhaite un très beau mois de septembre. Courage à tout le monde pour la reprise si les vacances se font déjà lointaines. Et à très vite pour cet automne. Salut! Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout cette entrevue pour Toss a Coin to Your Writer. J'étais ravie de t'avoir à nos côtés pour cette interview et j'espère te revoir bientôt pour de nouvelles aventures. Tu retrouveras toutes les infos de cet épisode en description. Tu peux également me trouver et me contacter sur tous les réseaux sociaux à Maeva Catalano. Je sais, c'est pratique. On se voit dans un mois, ou plus rapidement encore si le dieu des romans le veut. À très vite!